Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTS. Voici les titres du 20h. Le chef de l'État inaugure l'extension du centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Les travaux ont coûté 6 milliards et demi de francs CFA. Macky Sall promet d'être le porte-parole des étudiants qui demandent l'ouverture d'un cycle d'ingénieurs lors de sa visite au Japon. Les zones périurbaines de Pikine et Guédiawaye vont mieux respirer en cas d'inondation. Le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique va améliorer le drainage des eaux pluviales. C'est par la construction d'ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux. Tisserand, un métier qui résiste au temps. Depuis le Moyen-Âge, les techniques n'ont pas évolué. Précision et patience, c'est le secret. C'est le secret du tisserand et le résultat de très jolies pagnes, de véritables produits artistiques aussi. Et c'est le reportage du jour. Et puis, accueil triomphal pour les Lions du Beach Soccer. Les champions d'Afrique sont revenus à Dakar la nuit dernière. À l'aéroport, il y avait les autorités et des supporters du 12e Gaindé qui ont bravé la fatigue pour dire merci à ces footballeurs. Un cycle d'ingénieurs pour le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon. Cette vieille requête des étudiants du CFPT trouve enfin une oreille attentive. Le chef de l'État s'engage à faire de cette demande une priorité lors de sa prochaine visite au Japon. Le président de la République a également donné des instructions pour donner plus d'espace au centre afin d'assurer les exercices de manœuvre pour les ateliers de formation. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'extension du CFPT pour un coût de 6 milliards et demi de francs CFA. C'est le fruit de la coopération avec le Japon. Biram Biganyai. Au centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, il y avait un air de satisfaction, une fierté retrouvée chez les étudiants. Il y a de quoi, puisque derrière cette coupure du ruban, les portes d'un nouvel univers d'une technologie de pointe s'ouvrent à des apprenants qui allient théorie et pratique. Un système d'apprentissage moderne qui s'offre à près de 700 étudiants qui viennent des 4 coins d'Afrique. Un creuset d'excellence qui bénéficie de 2 nouvelles spécialités en phase avec les besoins du marché. L'entretien et la maintenance des immeubles posent souvent problème en ce qui concerne particulièrement les installations de commodité telles que l'électricité, les adductions d'eau, la climatisation, la télésurveillance, la télédistribution, etc. C'est ce constat qui nous a conduit à la création du brevet technicien supérieur en maintenance des installations du bâtiment. Un autre secteur qui souffre du manque de personnel pour une maintenance de qualité, c'est celui des engins pour le bâtiment et les travaux publics, les mines et le transport. C'est le fruit d'une coopération devenue exemplaire entre le Sénégal et le Japon. L'extension a coûté 6 milliards et demi de francs CFA et devra permettre au CFPT d'élargir son champ de compétences pour être encore plus en phase avec les réalités qui se dessinent sur le marché. Je souhaite que ces 2 nouvelles formations, maintenance des engins durs et maintenance des installations du bâtiment, continuent à apporter davantage de contributions à ce secteur de la formation professionnelle. En tant qu'ambassadeur du Japon, je voudrais vous promettre, Monsieur le Président, que le Japon continue sa coopération pour accélérer davantage le développement du Sénégal, la coopération qui sera traduite comme la sincérité et de l'honnêteté des Japonais. La formation professionnelle est un levier important de la nouvelle politique économique du chef de l'État. Une vision des ressources humaines, la preuve avec le projet de création de 6 lycées d'enseignement professionnel en cours de gestation. Les investisseurs privés et banques sont invités à accompagner ce processus. Le président de la République s'est aussi montré très attentif aux préoccupations des étudiants. Chers élèves, chers étudiants, je vous ai entendu. Vous avez dit, nous voulons un cycle d'ingénieurs. C'est une très bonne chose. Et nous allons travailler avec le Japon. Et comme je me rends ce soir à Yokohama,
dans le cadre de la TICAD 5, je pense que cela sera inscrit dans les priorités de notre coopération future. Surtout que le CFPT n'est pas seulement un centre de formation sénégalais, il est devenu un centre africain de formation professionnelle et technique. Japon-Afrique. Je dois également vous dire, monsieur le directeur, que je donnerai les instructions pour que l'extension des espaces soit accordée au centre en vue de vous permettre d'avoir les espaces de manœuvre, mais aussi de possibles espaces pour abriter la future section ingénieur, si jamais cela devrait se faire par le CFPT. L'UCFPT Sénégal-Japon, un outil de développement et d'intégration africaine qui s'offre de nouvelles perspectives. Et l'État va accompagner ce processus tout en levant toutes les contraintes. La dernière, l'occupation irrégulière de l'espace proche du centre et qui donne lieu à des risques d'inondation. Le partenariat mondial pour l'éducation vient d'octroyer au Sénégal une enveloppe de plus de 23 milliards de nos francs. C'est un appui au secteur de l'éducation pour gérer les disparités, la qualité de l'éducation et la décentralisation du système éducatif. La directrice du partenariat mondial pour l'éducation a été reçue par le chef de l'État. Elle est au micro de Khadikal. Nous venons d'être reçus en audience par le président de la République. Le but de la visite était multiple. Il s'agissait dans un premier temps de le féliciter, lui et son ministre de l'Éducation, pour l'exemplarité du travail qu'il effectue pour servir l'éducation primaire et secondaire au Sénégal. Nous avons souhaité également saisir cette occasion pour l'informer de ce que fait le partenariat mondial pour l'éducation. Nous intervenons dans 58 pays et nous venons de mettre à disposition du Sénégal une enveloppe de 47 millions de dollars pour aider au progrès effectué par le Sénégal, par le gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'éducation. Nous avons également à l'occasion évoqué la question du plaidoyer parce que dans les mois à venir, certains événements auront lieu et nous voulons convaincre le monde qu'il convient d'investir dans le domaine de l'éducation afin que des jeunes de par le monde puissent avoir une éducation convenable. Le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, nous y reviendrons à la fin de cette édition. Les inondations dans les zones périurbaines, dans les départements de Pikine et de Guédiawaye seront bientôt un mauvais souvenir pour les populations. C'est grâce au projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Il va améliorer le drainage des eaux pluviales et la prévention des inondations avec la construction d'ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux Moussamane. Les inondations récurrentes constatées ces dernières années découlent de déficiences dans la planification et l'aménagement urbain. Pour trouver une solution à ce problème, l'Agence de développement municipal a mis en place le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Le projet est un projet de développement urbain qui vise à réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines de Dakar, notamment dans les départements de Pikine et de Guédiawaye, et préserver ainsi les populations vivant dans ces zones exposées. Il se propose de trouver des solutions durables à travers une approche intégrée reposant sur une combinaison de réponses infrastructurelles et non infrastructurelles. Le projet a bénéficié d'un financement du groupe de la Banque mondiale à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Cet appui démontre une réelle volonté de l'institution d'accompagner les efforts du gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Ce dispositif devrait permettre de réduire les risques d'inondation dans les zones immédiates de chantier de projet, mais sans garantir un risque d'inondation zéro. Aussi, nous recommandons que le gouvernement prenne en compte les sites d'intervention du projet dans la stratégie globale de gestion des urgences pour 2013 et surtout qu'il s'appuie sur le système de pompage mis en place en dotant les équipes de la BNSP déployées sur ces zones d'intervention de la logistique nécessaire au pompage d'urgence. Pendant plusieurs années, la stratégie de lutte contre les inondations a été le pompage, des mesures structurelles qui ont montré leurs limites. Aujourd'hui, l'État, pour régler définitivement la question, veut passer d'une logique d'urgence à une logique durable.
S'il est établi que des sommes importantes ont été mobilisées à chaque fois pour faire face au fléau, force est de constater que les actions déployées jusqu'à présent n'ont que très faiblement contribué à atténuer les impacts importants créés par les inondations. Des quartiers entiers sous les eaux, une remontée des nappes phréatiques, la dégradation des réseaux, sans omettre les problèmes sanitaires. Face à cette situation, le gouvernement s'est résolu à opérer une rupture dans le mode de gestion du phénomène, en privilégiant entre autres la mise en place d'investissements pérennes et durables, la libération des zones à grand risque d'inondation et le relogement des populations concernées, l'anticipation sur la gestion de ces fléaux par la création d'un observatoire national de lutte contre les inondations et les catastrophes. Un plan directeur d'aménagement a été déjà élaboré, structuré en 4 composantes. Il intègre le risque d'inondation dans la planification, la coordination, la gestion et le suivi-évaluation du projet, en passant par l'engagement communautaire dans la réduction du risque d'inondation et dans l'adaptation au changement climatique. À Dakar et ses environs, les opérations pré-hivernales se déroulent normalement. Cette année, l'État a débloqué de gros moyens pour prévenir les inondations. Malheureusement, des citoyens inconscients freinent le processus à travers des comportements irresponsables comme le vol des regards-égouts et des voies d'évacuation. Les autorités menacent de sévir. Maman Moussagnan. Au cœur de Dakar, les opérations pré-hivernales sont presque terminées. Les manœuvres ont fini de curer la plupart des caniveaux. Si dans le quartier Plateau, les agents préposés au curage n'ont aucune difficulté pour mener à bien leur mission, ce n'est pas le cas à Grand Yoff. Ici, le bassin de rétention a curé et envahi par des déchets solides, une quantité énorme qui obstrue le canal. Apparemment, les techniciens ont du mal à nettoyer le site. De gros moyens sont déployés pour faire face aux obstacles créés par l'homme et volontairement. Nous avons des problèmes de canalisation pour qu'on peut mieux là-bas. Donc on est obligé de venir ici. Bon, les populations, c'est nous, c'est moi, ce sont les autres. À Pikine rue 10, à la Médina, dans de nombreux quartiers, les mauvais comportements des populations sont décriés. Techniciens et autorités municipales appellent à une prise de conscience. Les gens n'ont trouvé rien d'autre que d'ensevelir les regards et d'essayer de tamponner pour arrêter l'écoulement des eaux usées. Mais après, c'est cela qui a créé un bouchon maintenant dur. Vous avez vu l'équipe est actuellement là en train de curer. Mais souvent, ces appels renouvelés tombent dans les oreilles de sourds. Là, de subir les agressions répétées, les autorités menacent. Mais l'effet pratiquement, c'est le comportement incivique. Et je vous assure que, avec les 3 axes volets d'hommes, sensibilisation, répression sur le faux et développement d'une stratégie durable, je pense que d'ici quelques années, on réglera le problème. Certains citoyens ne manquent pas de condamner. Le vol des regards d'égout, ce n'est pas normal. D'ailleurs, l'acte même est condamné par la religion. Chacun doit se sentir responsable et protéger les biens publics. Toutefois, les services étatiques, les collectivités locales ne comptent pas baisser les bras. Avec une seule arme à la main, la sensibilisation des citoyens inconscients. Le gros du problème, c'est le comportement civique et on va y travailler. Chaque fois qu'il y a un bouchon, ils n'ont qu'à appeler au numéro vert qui est le 818 00 10 12. Les équipes d'intervention vont passer et régler le problème. C'est donc parti pour une nouvelle saison des pluies avec ses difficultés à Dakar et environ. On espère bien les maîtriser. En Casamance, 3 des 12 démineurs enlevés il y a une vingtaine de jours sont libres. Il s'agit des 3 filles du groupe. Elles ont été remises aux autorités bissau-guinéennes. Voici la coordonnatrice de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Elle a assisté à leur libération. Bachirba. Donc de la Guinée-Bissau, où
nous avons pu prendre part à la libération des 3 démineuses avec la participation de notre partenaire Moncomon. Les otages ont été donc conduits à Bissau même et elles arriveront à Ziguinchor dans les prochains jours. Nous avons effectivement rencontré César Atoute, avec qui nous avons eu un moment d'échange. On s'est promis donc de se retrouver, plateforme des femmes et César Atoute, dans les jours qui viennent. Nous demandons au président Macky Sall de continuer lui aussi, de redoubler d'efforts dans la recherche de la paix en impliquant les pays voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau. Le même processus qui a été fait, cette même démarche vers le président de la République gambienne, qu'il le fasse également avec les autorités de la Guinée-Bissau. Tout cela pour faciliter la recherche de la paix. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale, 3 questions étaient à l'ordre du jour. Le déploiement des Djambars au Mali dans le cadre de la MISMA, le problème des loyers et les perturbations dans le milieu scolaire, des questions orales auxquelles le gouvernement a apporté des réponses. Éric Nimadi. Pour ce face-à-face entre l'exécutif et le législatif, le premier sujet abordé était relatif au déploiement des 500 Djambars au Mali. Une question orale soulevée par le député Aïda Mbodj, l'élu de Bambey reconnaît la prérogative de l'exécutif à envoyer ses soldats dans ce pays voisin, mais ne comprend pas pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas été consultée au préalable, comme le voulait la Constitution dans son esprit. En tout état de cause, l'absence d'autorisation préalable n'entrave en rien la possibilité pour le Parlement de connaître de la question, notamment par le moyen de contrôle, et du contrôle ne serait-ce qu'à titre informatif. C'est sur cette base que je voudrais, Monsieur le ministre des Forces armées, qu'il vous plaise d'apporter à la représentation nationale des précisions sur les points suivants. D'abord, le statut des forces sénégalaises engagées dans le conflit et les articulations de la chaîne de commandement. Les ressources permettant de couvrir ce déploiement militaire. La date à laquelle les forces africaines ont commencé à s'impliquer dans les opérations. Enfin, et c'est d'actualité, les mesures prises pour renforcer la sécurité intérieure afin de contenir toute velléité de représailles terroristes dont la menace plane plus que jamais sur notre pays au moment où on nous parle de la porosité de nos frontières. Dans sa réponse à cette question orale, le ministre des Forces armées a apporté une série de précisions sur la participation de nos soldats dans ce conflit. Il a d'abord fait un bref historique des forces présentes au Mali, avant de donner dans le détail la situation du contingent sénégalais sur le théâtre des opérations de la MISMA. Les raisons en sont multiples et de plusieurs ordres. La prévention sécuritaire, l'engagement du pays dans une coalition pour combattre un terrorisme sanglant qui s'étend comme une tache d'huile dans la sous-région est d'une impérieuse nécessité. Le Mali est un pays limitrophe. Toute menace contre lui est a priori un danger pour le Sénégal. Le détachement engagé par le Sénégal au sein de la MISMA, fort de 502 militaires et 145 gendarmes, a été engagé par voie routière sur moyens propres avec des vecteurs de projection militaire et des moyens civils entièrement sénégalais. Concernant la deuxième question orale de cette session parlementaire, elle a été posée par l'honorable député Ibader Thiam. Le député du PDS a voulu connaître les solutions de l'État dans la résolution des problèmes intermittents qui secouent le milieu scolaire. La réponse du ministre de l'Éducation ne s'est pas fait attendre. Pour le bien de l'école sénégalaise et de l'élève, l'exécutif propose 5 principes de base à ses partenaires afin de sortir le système éducatif de sa situation actuelle. Lorsqu'on prend des décisions sur la base du populisme et de la démagogie, tôt ou tard, l'État est rattrapé par ce type de décision. Deuxième principe, c'est le principe du sens des priorités et du réalisme responsable. C'est de leur indiquer de façon claire
que l'État n'a pas les moyens de régler tous les problèmes tout de suite. Les demandes sont multiples, venant de tous les secteurs. Nous devons avoir un sens des priorités de notre secteur ensemble, les définir et prendre les décisions sur cette base-là. La dernière question d'actualité posée au gouvernement au cours de cette session a trait à la résolution du problème des loyers à Dakar et dans certaines villes de l'intérieur. À ce sujet, l'État informe avoir pris cette question à bras-le-corps. À preuve, une série de lois est déjà prise pour réguler le secteur. Celle du 25 juin 1981 réprimant la hausse illicite de l'éco-usage d'habitation est toujours restée en vigueur et a prévu en son article 3 une obligation de remettre un décompte de loyer. En effet, le bailleur est obligé, avant la perception du premier loyer, de remettre au locataire un décompte signé et daté indiquant les éléments de fixation du loyer. Le locataire peut contester ce décompte et saisir le juge de loyer par simple requête. C'est l'article 567 du Code des obligations civiles et commerciales. Il peut aussi se dispenser de payer le loyer jusqu'à la décision du juge des loyers. 3 questions orales, autant de réponses de la part du gouvernement, des explications qui ont permis d'éclairer la lanterne de tous ceux qui avaient des doutes sur la volonté de l'État de trouver des solutions aux problèmes abordés. La coopération entre le Sénégal et le Royaume de Belgique, malgré les efforts fournis par les deux pays, le niveau d'exécution du programme indicatif reste très faible. La réunion du comité spécial des partenaires de la coopération prévoit d'identifier les contraintes pour une amélioration. Philomène Constance Diagne. Axée dans les secteurs de l'accès à l'eau potable, à la santé et à l'assainissement, la coopération belgo-sénégalaise n'est pas dans sa meilleure forme, d'où la nécessité d'identifier les efforts pour garantir une exécution diligente des programmes. L'ensemble de nos décisions a été suivi de près par nos équipes grâce à l'élaboration et à l'examen périodique conjoint d'une matrice d'action. Certaines décisions n'ont toutefois pas conduit aux effets escomptés. Nous allons les réexaminer attentivement et tenter de comprendre pourquoi les résultats attendus n'ont pas toujours été atteints. Ces retards d'application sont un frein au développement, mais aussi au financement de nouveaux programmes. Le gouvernement du Sénégal prône pour l'accélération de la mise en œuvre des projets. C'est le moment pour moi d'inviter nos services techniques, à la suite de M. l'ambassadeur, chargé de la mise en œuvre des projets, à procéder à une analyse approfondie des causes des retards constatés et à faire des propositions concrètes pour lever les contraintes notées et accélérer ainsi le niveau d'exécution. Des recommandations sont attendues au sortir de cette rencontre. Elles devraient permettre le renforcement des performances du PIC, programme indicatif de coopération. Roadshow Sénégal-Inde, c'est le nouveau projet que vient de lancer l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises en coopération avec des opérateurs indiens. L'ADPME veut, à travers une telle initiative, résorber progressivement le retard technologique de notre pays. Louise Bizza. Made in Sénégal, l'expression ne court pas les rues, c'est le reflet d'une production industrielle nationale insuffisante et peu diversifiée. Au Sénégal, la majorité des produits de première consommation proviennent de l'importation, plongeant ainsi l'économie du pays dans une profonde dépendance. Et pourtant, le Sénégal dispose d'un certain nombre d'atouts pour changer la donne. Le Roadshow Sénégal-Inde se positionne parmi les innovations technologiques susceptibles de susciter l'intérêt des investisseurs potentiels. Il s'agit de technologies qui sont simples, qui sont éprouvées et qui surtout sont accessibles financièrement aux moyens des entrepreneurs sénégalais. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'au terme de ce roadshow, tous les entrepreneurs qui se sont intéressés aient une idée très précise de ce qu'ils peuvent avoir en termes de technologie indienne pour développer leurs propres affaires. L'idée est de multiplier la création des PME, PMI sur toute l'étendue du territoire. L'expertise indienne aidera à rendre visibles les mécanismes mis en place par la DPME pour favoriser les transferts de technologies. Ceux qui sont visés, ce sont tous les compatriotes qui ont des idées, qui veulent participer à l'effort de développement national en multipliant la création de PME et qui peut-être ne savent pas trop comment il faut faire sur le plan technologique. Ce roadshow leur permettra d'avoir des réponses précises. Donc
les jeunes sont interpellés, les femmes sont interpellées, mais les moins jeunes sont également interpellés. Le roadshow Sénégal-Inde sera officiellement lancé le 3 juin au Grand Théâtre National. Le but est de présenter les technologies indiennes d'intérêt dans l'optique d'accélérer la génération des PME, PMI à travers tout le Sénégal. Le reportage du jour est consacré au métier de tisserand. Il existe depuis le Moyen-Âge et a su résister au temps et à la modernité. Le tisserand a un travail manuel qui demande précision et patience. Les pagnes réalisées sont de véritables produits artistiques au Mokalsoum Sall. Dans un rythme assez rapide, les bras et les pieds actionnent des pièces en bois et en métal. L'étoffe prend forme petit à petit. Orlando est dans ce métier depuis une vingtaine d'années. Le tisserand est un véritable artiste et n'est pas artiste qui veut. Je maîtrise bien la technique de tissage. Je l'ai apprise en une année. Par contre, d'autres n'arrivent jamais à être des tisserands malgré leur volonté. Les sociétés humaines ont très tôt pratiqué le tissage. Sa pratique est déjà attestée depuis l'Antiquité. C'était plutôt l'affaire des esclaves qui travaillaient des fils pour en faire des étoffes. Des siècles après, même si l'industrie textile a bouleversé les techniques, le métier de tisserand résiste toujours et reste une activité manuelle. C'est un travail de physique, travail très dur, technique et physique en même temps. Ouais. Très dur. Hein. Même si vous voyez les gens sont assis sous l'ombre, mais c'est un métier, c'est un travail vraiment de force. Ces pagnes sont le résultat de l'entrecroisement de divers fils avec habileté. La qualité des fils, la créativité et le temps consacré à l'œuvre définissent le prix de chaque pagne. Cela dépend des fibres utilisées. Quand on utilise des fibres en soie, le pagne coûte entre 30 et 40 000 francs. Pour le pagne fait avec du fil en coton, on le cède à 10 000 francs. Quand les deux fils sont mélangés, le pagne est à 17 500 francs. Ça varie selon les qualités des pagnes. Ça varie selon parce que chaque modèle a son prix. Voilà. Mais ça varie de combien? Environ, il y a des pagnes de 30, 25, jusqu'à 15 000. Le temps de tissage d'un pagne varie d'un tisserand à un autre. Je peux tisser 3 pagnes en 2 jours. Pour tisser un pagne, tu peux faire 2 jours, ou bien une journée et demie, comme ça, voilà. Ça dépend comme je vous avais des modèles de pagnes. Il y a des pagnes qui sont faciles à tisser. Et c'est des pagnes aussi moins chères. Mais des vrais, ce sont des pagnes qui sont un peu difficiles. Le pagne tissé, une étoffe appréciée des Sénégalais qui l'utilisent dans leur habillement, mais aussi lors des cérémonies familiales. Pourtant, ces tisserands regrettent une certaine époque. Le pagne tissé n'attire plus, selon eux. Les clients viennent petit à petit. Avant, on vendait beaucoup plus. Non, c'est parce que comme nous nous Si le pagne tissé est appelé par les Wolofs Serundiago, c'est parce que la communauté Mandjak est la plus impliquée dans ce métier. En vérité, la plupart des ethnies sénégalaises pratiquent ce métier qui remonte loin dans le temps. Dans le département de Koumpentoum, les filles abandonnent massivement les études après le cycle primaire. La plupart d'entre elles travaillent dans les centres urbains comme domestiques. La zone de Terre-Neuve est plus touchée par le phénomène. L'agriculture qui ne marche plus en est la principale raison. Diana Badia. Le maintien des filles à l'école, un problème majeur dans le département de Koumpentoum. Si du CI au CE2, elle domine les effectifs, à partir du secondaire, la tendance s'inverse pour des raisons diverses. Faute de moyens en général, pour des considérations de mariage précoce, pour des considérations donc de
de travaux domestiques au niveau des centres urbains durant les vacances scolaires. Des études montrent que plus de 60% des filles quittent l'école au cours du secondaire, un abandon massif que les parents imputent à la pauvreté. On n'a pas d'autre choix que d'envoyer nos filles travailler comme domestiques dans les centres urbains pendant les vacances. L'agriculture ne marche plus et on n'arrive pas à leur acheter des fournitures. Ce sont les difficultés de la vie qui nous poussent à laisser nos filles travailler comme domestiques. Les temps sont durs. Ici, les parents sont incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Pendant les vacances, les parents sont obligés d'envoyer leurs filles travailler comme domestiques dans les centres urbains. C'est la voie ouverte pour l'abandon des études. Pour inverser la tendance, des campagnes de sensibilisation sont menées surtout dans les Terre-Neuve, considérées comme zones pourvoyeuses de domestiques. Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présence du chef de l'État. Voici la lecture de Minour. Le Conseil des ministres a exceptionnellement réuni sa séance hebdomadaire le lundi 27 mai 2013 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le président de la République a consacré sa communication à 3 sujets: l'optimisation du potentiel de la coopération internationale, la célébration le 25 mai 2013 du 50e anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine UA, et l'habitat social. Sur l'optimisation du potentiel de la coopération internationale, le chef de l'État a relevé l'intérêt pour notre pays d'affirmer une diplomatie plus performante en termes de positionnement afin d'attirer les sources de financement détenues pour la plupart par les pays émergents d'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Face à une mondialisation complexe, le président de la République engage le gouvernement à avoir le souci permanent d'un pilotage diplomatique orienté vers un ciblage pragmatique des partenaires, des axes et instruments de coopération. En guise de formule opératoire, le chef de l'État a invité le Premier ministre à tenir chaque semestre un conseil interministériel sur la coopération internationale en vue d'assurer une programmation et un suivi cohérent de la coopération selon les priorités définies. Le président de la République a également demandé dans le même esprit au gouvernement d'organiser chaque année un forum international de la coopération qui sera l'occasion d'un dialogue technique et financier sur les résultats ainsi qu'un moment de définition des priorités de coopération au développement. S'agissant de la célébration à Addis Abeba des 50 ans de la création de l'Union africaine, organisation dans laquelle le Sénégal joue un rôle moteur, le chef de l'État a saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs pour leur engagement prospectif pour l'unité et le développement du continent. Le président de la République a réitéré son engagement à contribuer de façon significative à la construction au-delà de l'unité institutionnelle du continent d'une Afrique de paix et de prospérité au service des populations. Évoquant la question de l'habitat social, le chef de l'État a rappelé ses directives au gouvernement pour l'accélération de la réalisation dans l'ensemble des régions de zones d'aménagement concertées ZAC, mais surtout de projets de logements sociaux à travers notamment la SNHLM et la SICAP. À ce sujet, le président de la République a souhaité une restructuration institutionnelle de ces sociétés nationales en vue de les rendre plus adaptées à la demande d'habitats sociaux et de standing dans les grands centres urbains. Ces dispositifs devraient être complétés par l'intervention des autres sociétés immobilières publiques avec qui le gouvernement va conclure des contrats de performance intégrant un modèle de financement adéquat. Au titre de son agenda, le chef de l'État a informé le Conseil des importantes retombées de sa visite au Qatar et sa participation au Forum économique de Doha, rencontre de dimension internationale. Le président de la République a révélé la disponibilité du Qatar à investir au Sénégal dans les secteurs de l'énergie, de la construction d'hôtels et de l'aménagement de nouveaux centres urbains. Le Qatar est enfin disposé à assurer le recrutement de ressources humaines sénégalaises, ingénieurs, médecins, infirmiers et infirmières, personnel domestique et ouvriers qualifiés. Le président de la République a décidé de la mise en place immédiate d'un comité de suivi coordonné par la présidence de la République. Il sera représenté, a indiqué le chef de l'État, outre l'administration, le secteur privé national.
Le chef de l'État a informé le Conseil de sa participation à Addis Abeba du 24 au 27 mai 2013 au 21e sommet de l'Union africaine, commémoratif de son 50e anniversaire, ainsi qu'aux travaux du NEPAD et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Le Premier ministre a rendu compte au Conseil des activités gouvernementales. Il a informé des réunions interministérielles consacrées en particulier à la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, au suivi du plan de lutte contre les inondations, à la reconstitution du capital semencier, au programme de modernisation de la ville de Tivaouane. Le Premier ministre a fait le point sur sa participation à la conférence internationale des donateurs du Mali qui s'est tenue à Bruxelles le 15 mai 2013. Cette rencontre a été l'occasion pour le Premier ministre de manifester à nouveau la solidarité du Sénégal à l'égard de ce pays frère qui se traduira notamment par la montée en puissance du contingent sénégalais au sein de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait au Conseil un tour d'horizon sur l'actualité internationale en mettant l'accent sur la participation du chef de l'État au 21e sommet de l'Union africaine. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait au Conseil une communication relative aux allégations portées par certaines organisations de défense des droits de l'homme. Le ministre du Commerce a fait part au Conseil du processus d'homologation des prix du riz brisé, du sucre cristallisé et de l'huile en fût et en dosette. Le ministre a réitéré de manière générale le maintien de la tendance de politique sociale en faveur de l'allègement des prix en concertation avec tous les acteurs concernés. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales a rendu compte de l'initiative de mise en place du Haut Conseil des collectivités de l'Union africaine. Le ministre a également fait le point sur la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui avance de façon très satisfaisante en conformité avec les instructions du chef de l'État. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication sur le projet de construction d'une station de dessalement d'eau de mer à Dakar d'une capacité de 25 000 m3 jour, modulable à 50 000 m3 jour. Une telle réalisation permettra de disposer dès 2017 d'un volume global supplémentaire couvrant les besoins en eau potable de la région de Dakar. Le ministre délégué au budget a présenté au Conseil les orientations budgétaires en faveur de la défense et de la sécurité nationale, la lutte contre les inondations et les questions scolaires en vue de la préparation et de l'adoption de la prochaine loi de finances rectificative. Au titre de mesures individuelles, le Conseil a pris les décisions suivantes. Madame Maïmouna Diopsi, conseiller des affaires étrangères principale de classe exceptionnelle, précédemment ambassadeur du Sénégal au Portugal, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, en remplacement de l'ambassadeur Amadou Kébé, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Talafal, conseiller des affaires étrangères principales de classe exceptionnelle, précédemment conseiller diplomatique du Premier ministre, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de son Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Monsieur Salif Sadassal, docteur en économie, représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine au bureau de l'Union africaine en Afrique australe, est élevé au rang d'ambassadeur. Monsieur Abdoulaye Niang, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, est nommé directeur général de la police nationale en remplacement de Monsieur Kodembang, commissaire de police et divisionnaire de classe exceptionnelle, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mouktar Belalba, administrateur d'entreprise, est nommé consul général de la République du Sénégal à Madrid, Royaume d'Espagne. Monsieur Opandiaï, économiste, est nommé secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de Monsieur Cheikh Awabal Lafal, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Modindiaï, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, est nommé directeur de la police de l'air et des frontières en remplacement de Monsieur Mamadou Tchandoum, commissaire de police divisionnaire, appelé à d'autres fonctions. Madame Aminata Bandiaï, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé du développement, est nommé directeur du partenariat avec les organisations non gouvernementales à la direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, en remplacement de Monsieur Chersadi Boudia, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amadou Hott, expert financier, est nommé président du conseil d'administration de la société du projet Aéroport international Blaise Diagne, en remplacement de Madame Aminata Niane. Monsieur Lessénissi, professeur de collège, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de l'aquaculture.
Voilà, c'était le communiqué du Conseil des ministres lu par Omendour. Une centaine de familles de la région de Matam, victimes d'inondations, viennent de bénéficier de la reconstruction de leurs habitats. Grâce aux matériaux locaux et avec l'appui du CICR, ces populations ont remis à neuf leurs concessions. Une cérémonie de réception de ces habitats s'est déroulée à Sinthiou Garba, Mamadou Samambo. Des ruines, des tas de débris et des cases effondrées, Wassakodé porte encore les stigmates des inondations de 2012. Ces populations ont été durement éprouvées par les inondations en 2012, particulièrement ici, dans la localité de Wassakodé, où il y a eu des morts. Aujourd'hui, l'espoir renaît. Grâce à l'appui du CICR et ses partenaires, Maman Fati a reconstruit et sécurisé elle-même sa case. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis à l'abri des intempéries. Le bonheur de Maman Fati est partagé par 80 familles de Wassakodé et Sinthiou Garba, toutes bénéficiaires du programme de relèvement précoce des populations victimes d'inondations. C'est une technologie simple, qui ne coûte pas cher et c'est à visée pédagogique parce que nous souhaiterons aujourd'hui que toutes les populations de la région du Fouta et de plus général du milieu rural du Sénégal puissent utiliser ce type d'habitat pour être beaucoup plus résilients face aux inondations. Au ministère en charge des inondations, ce programme donne des idées. Nous avons l'objectif de construire 45 000 logements de 2013 à 2012 dans le plan décennal. Ces 45 000 logements seront aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Cette initiative, nous allons bien l'étudier pour voir dans les autres zones rurales affectées comment dupliquer ce projet pour faire de l'autoconstruction avec l'appui des populations. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir le développement sans avoir les communautés rurales, les communautés sur le terrain qui sont saines et sauves, qui n'ont pas de soucis à cause des inondations. Le CICR et ses partenaires ont profité de la cérémonie de réception des habitats reconstruits pour distribuer de petits ruminants et des kits sanitaires aux populations. Le sinistre avait aussi ruiné les économies des populations victimes des inondations. Au Mali, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 28 juillet. La loi électorale a été adoptée ce 27 mai 2013 en Conseil des ministres, loi qui a fixé la date de l'élection présidentielle avec un second tour éventuel à la date du 11 août. Un scrutin qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire malien. C'est la confirmation que tous les Maliens attendaient. Le premier tour de l'élection présidentielle aura bien lieu le 28 juillet, date validée par le Conseil des ministres. Bamako a répondu à la demande de la France, dont les troupes sont engagées au Mali. À 2 mois du scrutin, reste un casse-tête. La ville de Kidal, au nord, contrôlée par le MNLA et le MIA, 2 groupes rebelles touaregs opposés au retour en ville de l'armée et de l'administration malienne. Pas question donc pour l'instant d'y déployer des bureaux de vote. La clé de la réunification du territoire se trouve peut-être à Ouagadougou, entre les mains du médiateur Blaise Compaoré. Reçu depuis hier au Burkina, représentants des groupes rebelles et du gouvernement malien tentent avec bon espoir de parvenir à un accord. Nous sommes tout à fait disposés à discuter parce que nous savons que c'est la seule manière d'amener une paix durable dans la zone. Des rebelles prêts à accepter la tenue d'un scrutin à condition qu'il soit sécurisé par l'ONU, pas par l'armée malienne. Le début de la campagne, c'est dans un mois, il faut négocier vite. Il faudrait aller vite, et même très vite, et amener les uns et les autres à se mettre d'accord sur un accord intérimaire permettant la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Ce soir, Laurent Fabius est attendu à Bamako pour un point sur les préparatifs avant l'élection. Un scrutin qui va se heurter aussi à une autre difficulté, les poches d'insécurité qui persistent au nord Mali. Retour au Sénégal pour parler de sport. Les champions d'Afrique de beach soccer sont de retour à Dakar. Les Lions sont revenus avec le trophée continental et une qualification pour la Coupe du Monde dans leur valise. À l'accueil, les autorités et le 12e Gaïndé, des supporters qui ont attendu de longues heures l'arrivée de ces héros d'Ahaba. Les supporters de Lyon n'ont presque pas senti le temps passer. L'animation était rythmée au point qu'ils n'ont pas vu passer l'avion qui ramenait l'équipe nationale de beach soccer prendre ses repères pour l'atterrissage.
L'objet tant convoité franchit enfin le portail du hall des arrivées. Le continent est promis de l'amener à la télé. Il a amené. Promesse tenue, quoi de plus normal pour esquisser des pas de danse. Pour nous, bon, c'est de qualifier la phase mondiale et remporter la Coupe d'Afrique pour le peuple sénégalais. Bon, l'objectif est déjà fait. Bon, merci bon, pour tous les supporters. Bon, et puis pour tout le peuple sénégalais bon, qui nous ont poussé bon, pour décrocher la victoire. L'équipe nationale du Sénégal est à son 3e titre continental. Le 3e remporté dimanche dernier au Maroc est atypique. On avait tellement de nouveaux joueurs, donc 4 anciens, disons 5, 4 plutôt, et 8 nouveaux joueurs. Donc c'était pas évident au départ. Mais heureusement, au Sénégal, on a cette culture de la gagne, surtout au niveau du beach soccer. Autre performance, le titre du meilleur gardien du tournoi et la 2e meilleure attaque. C'est une première comme ça, bon, en fait, je suis très ému. Au moins d'une semaine, on a joué 5 matchs parce que à partir du mercredi jusqu'à dimanche, chaque jour on jouait des matchs. Donc en fait, c'était une compétition très difficile. Mais aujourd'hui, arrivé au Sénégal, on voit le peuple là. Donc vraiment, on est tellement content, on est tellement fiers de notre pays. On a cartonné plein, ce qui veut dire on a des joueurs qui ont le mental, on a des compétiteurs. Et aujourd'hui, ils ont su défendre leur titre grandement et pour cartonner plein. L'État et la fédération étaient également au rendez-vous. Ce trophée et la place de finaliste sont qualificatifs au mondial Tahiti 2013. C'est en septembre prochain. Mais d'ici là, la fédération a doublé la prime de victoire. La fédération mettra à votre disposition 500 000, au-delà des 300 000 qu'on avait déjà donnés. Au-delà aussi d'autres 500 000 qui vont être donnés dès le retour du président de la fédération. Ces jeunes-là nous ont rendu notre fierté d'être sénégalais en terre marocaine. Voilà le brassage d'un peuple. Aujourd'hui, la cohésion sociale se solidifie. Être champion d'Afrique pour la 3e fois, ça mérite quand même la reconnaissance de l'État. Sous peu, le ministère des Sports va organiser une rencontre d'harmonisation en vue de l'audience entre le chef de l'État et les lions rois du sable d'Afrique. On change de discipline pour parler de sport équestre. La finale d'équitation individuelle de saut d'obstacle disputée ce dimanche. Ahmed Sek du Racing Club de Dakar a été sacré. La finale dotée du trophée du président de l'Assemblée nationale a tenu en haleine les amateurs. La cérémonie était présidée par Cathy Sissewon. Cathy Sissewon, donc, 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Oumar Baldé. Un trophée soulevé haut la main. Le couronnement d'une saison d'équitation très disputée. L'instant est symbolique. Ahmed Sek gagne pour la première fois le titre de champion du Sénégal avec un parcours sans faute. Je suis très content d'avoir gagné cette année. L'année dernière, manqué de très peu, mais bon, je me suis rattrapé cette année quand même, donc voilà, beaucoup de satisfaction. Travailler, toujours travailler, et jamais arrêter de travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Chez les jeunes cavaliers de moins de 16 ans, Fatoumata Faye s'est imposée. Chez les plus de 16 ans, Laetitia sort vainqueur. Je suis très contente. Tous mes amis m'ont donné des conseils. Je suis très heureuse. Je pense sur ma mère qui priait toujours pour moi et sur mon père. Je reviens de loin. La jument a eu quelques petits soucis de santé l'année dernière. Donc je ne me mets pas du tout sur ce championnat pour le gagner. Je venais juste pour y participer et rien de plus. Et donc vraiment, voilà, je ne réalise pas encore. Les amateurs d'équitation se sont déplacés massivement pour participer à la finale. Un grand moment de communion. Vous avez vu le public, comment il a participé, comment il a pris goût à cette compétition. Et vraiment, ça nous donne de la joie. Mais ça nous conforte aussi dans notre ligne de conduite. Et ça nous amène aujourd'hui à nous orienter vers ce que vous savez, qui est la préparation des éliminatoires des Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour clore en beauté, le public a eu droit à une démonstration de show jumping.
On va finir avec de la littérature. L'ombre d'un fleuve, c'est le recueil de poèmes du journaliste poète Amadou Moustapha Dieng. Dans son recueil de poèmes, le journaliste entend promouvoir la culture, le civisme et la paix au Sénégal. Des poèmes sont consacrés au dialogue islamo-chrétien. Salut Sec. Journaliste poète, Amadou Moustapha Dieng se présente comme un berger des muses et un quêteur des mots. Berger des muses veut dire cette personne-là qui suit les muses. Parce que les muses sont en fait ceux qui font écrire, en fait, comment dirais-je, le poète. Mais moi, différemment des autres qui disent qu'ils écrivent à travers l'inspiration, moi j'écris à travers la respiration. Je m'explique. La respiration parce que pour moi, il me faut être en contact avec le monde extérieur. Dans son recueil de poèmes intitulé L'ombre d'un fleuve, le journaliste entend promouvoir la culture, le civisme et la paix au Sénégal. À son avis, ce recueil est une balade à travers les multiples facettes du Sénégal. Il y a des poèmes, disons, plus ou moins engagés, patriotiques. Donc je valorise en fait, le civisme, donc la patrie, le sentiment d'appartenir au Sénégal. Je dis, par exemple, la nationalité sénégalaise, j'en parle. Je parle en fait de toutes ces valeurs-là qui font le Sénégal. Figurez-vous qu'on dit que tous les Sénégalais sont des princes, mais en fait qui s'ignorent. Parce que le Sénégalais a imbu de valeurs. Il y a le djom, le foule, le faïda, donc le ndjambar, qui est en chacun de nous. Et là, il faut que en fait, nous soyons conscients de cela. Dans L'ombre d'un fleuve, l'auteur rend hommage à des personnes comme Cheikh Anta Diop, Serigne Saliou Mbacké, Léopold Sédar Senghor, mais aussi à son idole, Amadou Lamine Sall. Moi, j'ai continué à aimer la poésie. J'ai été nourri à travers cette poésie-là, à travers ses actions à lui. D'autres poèmes sont consacrés au dialogue islamo-chrétien, au cousinage à plaisanterie. Le journaliste poète a rendu hommage aux mères. La pudeur et la conscience de ton pagne de velours si doux. Voilà, c'est avec ces vers que nous refermons cette édition. Oumou Baldé sera sur ce plateau pour le dernier journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS.